Bonjour à tous et bienvenue dans Endzone, la toute nouvelle émission du Money Time, une émission que vous retrouverez tous les lundis et qui va parler de football américain. Et pour parler de football américain, évidemment, je suis accompagné de Valentin Magnien. Salut Val. Ravi d'être là, d'être avec toi Coco. Et on va parler donc chaque semaine des weeks, des résumés des matchs, Valentin. On va revenir à chaque fois sur les sujets d'actu et puis débriefer chaque match et puis nous donner un petit peu les pronostics pour les weeks suivants. Enfin voilà, ça va être ça à peu près tous les lundis. Ouais, on est en plein dedans, la saison est lancée maintenant, à nous de décortiquer l'actu et pour ça on est impatient de commencer cette toute nouvelle émission. Exactement, bon sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end c'était la troisième journée de cette NFL, de cette saison régulière. Une troisième journée qui a vu quelques surprises, on peut dire ça Val. Toi qu'est-ce qui t'a marqué précisément dans ce week-end ? Moi j'ai bien aimé les Seahawks. Honnêtement, leur prestation était bien aidée déjà par une mauvaise prestation des Dolphins, dire, ouais. sans leur QB titulaire qui est blessé, on le rappelle, tu vois, qui a connu sa troisième commotion cérébrale, mais on en parlera après. On en parlera juste après. Mais ouais, les Seahawks ont été létales. Leurs receveurs Noah Fant, Tyler Lockett, DK Metcalf ont été vraiment impeccables. Et puis surtout ce touchdown. Est-ce que t'as vu cette prestation énorme de 70 yards, c'est ça ? C'est ça. 71 pour être précis. Non, franchement, très belle performance. Toi, c'est quoi par exemple celle qui t'a noté On va dire que le match que j'ai vraiment regardé de A à Z, c'était les Eagles contre les Saints. Très très bon match, très bon quatrième quart-temps, parce qu'en vrai le match n'était pas extraordinaire jusqu'au quatrième. Mais c'est surprenant parce que je voyais pas du tout les Eagles gagner ce match. Trop d'erreurs de Jalen Hurts, beaucoup trop d'erreurs offensives. Et pourtant, ils arrivent à gagner ce match 15-12 face aux Saints, qui étaient à domicile en plus. C'est le match qui m'a un petit peu surpris parce que je m'attendais vraiment pour le coup à une victoire des Saints qui est restée sur un 2-0 pour l'instant. Et ils n'arrivent pas du tout à confirmer face aux Eagles qui pourtant, c'est pas les Eagles du Super Bowl il y a 2 ans. Non. C'est vraiment des Eagles très très en dessous de leur niveau, de leur potentiel en tout cas. Et pourtant, ils arrivent à se débrouiller pour aller chercher une victoire dans les derniers instants, dans le dernier quart-temps. Donc c'est ça un petit peu qui m'a surpris. Et puis les Ravens aussi, on peut en parler. Ouais. Les Ravens qui ont joué avec le feu. Franchement, on s'attendait moi pour revenir aux Saints et aux Eagles, je m'attendais à un match avec plus d'envie, d'animation, plus de touchdowns, de score, un petit peu, des évolutions au score. Et en fait, non, on est resté à 3-0 pendant 3 quarts d'heure. Ouais, c'est ça. Et après, bim, 2 touchdowns de Barkley. Et puis, franchement, j'ai cru que ça allait finir à 3-0. À un moment donné, je me suis posé une question parce qu'aucune des deux équipes n'arrivait à marquer. Ouais, parce qu'il y avait des tentatives de rush qui étaient toujours sans conséquence. On a vu Alvin Kamara qui, finalement, dès qu'il a pu se frayer un chemin dans cette défense des Eagles, il leur a fait très mal. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'en 26-25 tentatives, je crois, j'ai noté, en 26 tentatives, finalement, très peu de yards accompli au rush. Ouais, c'est ça, c'est très décevant de la part des Saints, franchement, alors qu'ils avaient un gros potentiel et qu'en plus, à domicile, t'as toujours l'avantage et puis, ils ont rien converti, en fait. C'est ça, j'ai vu Camara, 87 yards en 27 rushs, c'est pas suffisant. Mais c'est surtout, alors qu'on a vu un Jalen Hurts, t'en parlais, mais Jalen Hurts, il était à 29 sur 38 à la passe, 311 yards. C'est correct, mais il y a beaucoup d'interceptions, il y a beaucoup de passes ratées. En fait, c'est ça le problème. Exactement. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais surtout beaucoup d'interceptions, beaucoup de passes ratées, beaucoup de sacks aussi. C'est trop à ce niveau-là. Franchement, grosse prestation défensive de la part des deux équipes, mais on s'attendait à plus de spectacle offensif, connaissant tous les deux leurs armadas respectifs. Ouais, c'est ça. On va juste faire un point sur les résultats du week 3, avec notamment la victoire dans un premier temps des New York Jets, très surprenant face aux Patriots, vu le niveau des Patriots, mais 24-3 avec un très grand Aaron Rodgers. Je pense qu'on va en parler juste après. Les Giants, dans un gros match, dans une grosse un quatrième quart-temps extraordinaire, ont gagné face aux Browns 21-15. Les Eagles, comme on l'a dit, 15-12 face aux Saints. Les Vikings, qui ont fait qu'une bouchée, les Texans. Incroyable, 34-7. Un petit mot là-dessus si t'as envie. Encore un très gros match de Justin Jefferson, qu'on n'arrive plus à stopper finalement, qui enchaîne les énormes matchs. Et surtout les Vikings, 3-0.
troisième victoire consécutive. Oui. À l'extérieur comme à domicile, ça gagne. Gros candidat. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas les prendre plus au sérieux, ces Vikings ? Et je pense que oui. En tout cas, pour moi, ils seront dans la partie au niveau des playoffs. Et puis, pourquoi pas aller chercher une finale de conf. C'est sûr. Moi, dans toutes les tier lists que j'ai vues de supporters et fans américains, ils voient les Vikings. Alors, ils les avaient un peu sous-estimés. Ils ne les voyaient pas candidats au Super Bowl. Oui. Par contre, ils les voient faire une petite perf et bien saouler certains adversaires en... Ouais. Ils vont embêter quelques adversaires en playoff. Maintenant, je les vois pas non plus aller au Super Bowl, je te dis honnêtement. Non, c'est sûr, mais à voir sur la dynamique de la saison. Mais oui. Et puis pourquoi pas, moi, franchement, cette petite perf jusqu'au Super Bowl, j'y crois. Après, à voir, on est encore qu'à la 3e journée, c'est encore trop tôt. Et oui, parce que les grosses équipes n'ont pas encore enclenché le... Non, c'est sûr. Tu vois, les Chiefs, bon, ils sont sur un 3-0, mais on voit que c'est très poussif. D'ailleurs, en parlant des Chiefs, ils ont gagné 22-17 face aux Falcons. Ils se sont fait encore très très peur, comme la semaine dernière. Enfin bref, ça ne marche pas encore très très bien du côté des Chiefs, et pourtant ça gagne. C'est ça aussi l'avantage des grandes équipes. Après, pour revenir sur les résultats, on a eu les Bucks qui se sont fait aussi exploser par les Broncos, 26-7. Les Packers qui ont gagné 30-14 face aux Titans. Incroyable aussi de la part de Green Bay. Les Colts qui ont gagné 21-16 face aux Bears, un match assez serré aussi. Tu l'as dit, les Seahawks qui ont gagné 24-3 face aux Dolphins, c'est peut-être la surprise aussi de ce week-end. Les Raiders qui un gros match offensif, 36-22 pour les Panthers face aux Raiders. Bon, les Raiders qui je pense ne retrouveront pas les playoffs de non, et les Panthers qui eux jouent aussi le bas de l'eau et la draft, donc c'est un match c'était un match animé, mais voilà, sans plus d'excitation de la part de tous les fans de NFL. C'est un match de petites équipes, on peut dire ça, même si en vrai en NFL il n'y a pas vraiment de petites équipes parce qu'on peut avoir des surprises. Non, et puis on a vu quand même énormément d'occasions. Donc. On a été servi niveau spectacle dans ce match, effectivement. Les Niners, les derniers finalistes du Super Bowl, qui ont perdu face aux Rams 27-24. Match incroyable aussi, un match vraiment incroyable des Rams, avec un touchdown aussi, je t'en parlais en off, de Williams, cette pirouette, ce salto avant pour ils sont pas vernis, les Niners. Et exactement, là ça fait mal pour les Niners. Les Steelers, c'était le gros match qu'on avait visé ce week-end. Ils se sont imposés 20-10, donc ça a été quand même un match très serré face aux Chargers. Et puis, gros match aussi, les Ravens, on en a parlé, face aux Cowboys, 28-25. Gros match, attention, parce que les Ravens se sont fait très très peur. Ils menaient 28-3, si je dis pas de bêtises. C'est ce début de saison qui fait peur. C'était 28-6 du coup. 28-6, effectivement. Mais 28-6, et on parle de 3 quarts-temps. C'est-à-dire qu'il reste un quart-temps. Et cette remontée extraordinaire des Cowboys. Ils sont pas passés loin. Un Dak Prescott qui s'est mis au diapason, et surtout après ça a carburé du CeeDee Lamb, d'énormes percées aussi de Derrick Henry. Prescott, 3 ou 2 touchdowns, je sais plus, doublé. Je crois que Dak n'en a mis qu'un. Il en a mis qu'un alors. Mais il y a doublé d'Eric Henry. Oui, c'est ça. Et mais en tout cas, Dak Prescott, il a mis un 1-yard touchdown. Ouais, c'est ça. Donc, mais quand même bien aidé par de belles percées des receveurs. Et surtout, 2 tentatives de touchdown pour confirmer à 2 points. Qui ont été ratées. Et sans ça ferait peut-être 29-28. Et le match aurait été tout autre. Alors beaucoup de fans de NFL ont été indignés, comme moi, de ne pas voir les Ravens sécuriser ce match qui était franchement parfait. Lamar Jackson à 10/11 à la mi-temps, qui continue comme ça, qui franchement est sur une très bonne dynamique. Voilà, et c'est le double MVP, il est sur la même lancée. La même lancée. Et honnêtement, de voir un tel manque de concentration à ce niveau-là, à ce moment-là du match. À voir, parce que franchement ils sont pas sur le meilleur début de saison de leur histoire. Après franchement, je te dis honnêtement, on voit la qualité de l'effectif. J'ai vu le match, déjà, et puis c'est surtout pour parler des Cowboys aussi, sans le néant total en défense, je pense que les Cowboys l'emportent largement. C'est-à-dire que les Ravens ont aussi profité d'une grosse fébrilité défensive des Cowboys, et on le voit de toute façon dans le dernier quart-temps, les Cowboys sont revenus, mais en réalité on voit qu'il y a un écart énorme entre les phases défensives et les phases offensives. En attaque, ils ont du Prescott qui est extraordinaire, du CeeDee Lamb, ils ont de quoi faire en attaque, c'est juste qu'en défense ça ne marche pas pour l'instant pour les Cowboys, d'où le fait qu'ils aient pris 28 points en quelques temps. C'était champ libre dans la défense des Cowboys.
Et puis on a eu les Chiefs aussi, les Chiefs qui se sont imposés, donc comme on l'a dit, 22-17 face aux Falcons, un petit match sympa de la part des Chiefs, mais attention, ils se font encore très peur pour des champions en titre. Ils vont tenter le tripit cette année. Cette année, toi je sais que c'est une équipe qui te tient particulièrement à cœur. Maintenant, voilà, ils sont très bien partis, 3-0. Ouais, c'est ça. Sur un bilan comptable, 3-0, c'est excellent. Maintenant, si on regarde les matchs, si on regarde les trois matchs, 2 décisions arbitrales litigieuses, mais favorables pour eux, qui ont finalement donné raison aux fans des Chiefs. Donc voilà, deux victoires de justesse. Maintenant, face aux Falcons, c'est quand même un match serré, 22-17. Surtout que, comme tu l'as dit, ils se sont fait peur. C'est pas la meilleure équipe Exactement, de la conf. Surtout que Atlanta n'est pas non plus dans les favoris. Ouais. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Mais même si là, ils ont eu quand même 2 adversaires avant eux, comme les Eagles, qui ont été, n'empêche, pas des adversaires de un gros calibre. Facile, tu vois. Donc le calendrier, peut-être que on va voir après au niveau du calendrier, on sait pas, je sais pas qui y joue, si tu peux regarder ou pas. Les Chiefs, ils vont se déplacer à Los Angeles face aux Chargers, c'est ça. Voilà, donc les Chargers, on l'a dit, qui ont fait aussi jeu égal avec Pittsburgh, qui est une grosse équipe. Donc les Chargers qui se tapent les Chiefs plus Pittsburgh. C'est ça. À voir. À voir effectivement pour les Chiefs. Et puis on a les Lions aussi, dernier match qui se sont imposés, avant-dernier match pardon, qui se sont imposés face aux Cardinals 20-13. Et puis encore 2 matchs qui vont suivre dans cette nuit là, de mardi. C'est pas fini. Les Bills contre les Jaguars et les Bengals face aux Commanders. Ça devrait aller pour les Bengals. Bills Jaguars, ça va être un peu plus serré, je pense. Ouais, mais les Bills honnêtement, qui sortent d'une grosse victoire contre les Dolphins. Ouais. Voilà, à eux de faire le taf. Maintenant, on s'est pas trop attardé sur les Lions, mais les Lions qui, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là, et honnêtement, ils commencent très bien cette saison. Ils sont en 2-1. Donc maintenant, à voir où est-ce qu'ils peuvent aller sur cette fin de saison. Bon, pour résumer tout ça, là on a seulement 4 franchises cette saison qui sont à 3 victoires sur 3. Exactement. On a KC, donc les Chiefs, Seattle, et les Steelers et les Vikings également qui sont sur un 3 sur 3. Donc on est vraiment là sur 4 petites franchises qui pour le coup pour accéder facilement aux playoffs. Maintenant il va pas falloir flancher parce que la saison est encore longue, il y a 18 matchs au total, 18 weeks, donc il va falloir continuer sur cette lancée. Mais bon, pour certains on pense que ça va le faire. Genre honnêtement, les Steelers et KC, ça devrait le faire, quoi. Exactement, ils se sont concentrés dès le début. Après on se souvient des Niners l'année dernière qui étaient en 5-0 et qui ont vu cette avance complètement leur échapper. Maintenant, on sait que c'est des équipes qui veulent une seule chose, et qui s'en sont donné les moyens pendant justement la off-season, pardon. Et maintenant, à voir s'ils vont pouvoir caractériser tous ces efforts-là. Ouais, et puis juste pour dire, il y a quand même des équipes qui sont sur un 0-3 et même un 0-2, un 0-3 pardon. Sachez qu'il y a que 2,5% de chance d'aller en play-off quand on a pris un 0-3. Il y a quelques équipes, il y a les Ravens qui sont pas passés loin de ça. Non. Et on sait qu'il y a eu que 4 équipes sur 162 au total dans l'histoire de la NFL qui sont passées en play-off. Donc on se dit que vraiment les Ravens sont pas passés loin d'être éliminés d'entrée de jeu. Surtout que la plupart d'entre elles, finalement, elles visent la draft. Et oui. Donc elles font, elles se donnent pas forcément les moyens de gagner. Mais voir les Ravens qui là sont pas passés loin d'un 3-0. Attention, on parle quand même du MVP en titre, on parle d'un candidat très très sérieux au titre, au Super Bowl déjà. Clairement. Et ils ont une des meilleures équipes. Ce serait une énorme désillusion de les voir. Et là, honnêtement, s'ils passent même en 3-1, en 1-3 pardon, au prochain match, il va falloir sérieusement commencer à aller de l'avant clairement. Pour cette équipe-là. Sinon, on va parler un petit peu du MVP de ce Week 3. Je pense qu'on a tous un nom qui nous revient. Mais moi, j'ai envie quand même d'en parler d'un autre. Tu vas d'abord parler du nom qui est un commun à nous deux. Ça va parler d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent, bien sûr. Commun à nous deux également, Aaron Rodgers. Eh oui. Quelle prestation. Le retour. On le voit à l'écran, magnifique. Magnifique Mathis à la régie. Et non, c'est surtout un QB de cette qualité, 40 ans, toujours là. Ce bras sûr, ce bras droit qui est tellement sûr, qui est... Vraiment, c'est du caviar. Oui, vraiment. Pour les Jets, et on l'a vu, 27 sur 35, 77%, plus de 350 et quelques yards
à la passe et une victoire nette 24-3. Ouais, et puis il faut surtout rappeler son histoire, c'est qu'il y a un an, il est transféré chez les Jets, sauf qu'il ne fait aucun match, en tout cas en saison. Saison blanche pour lui, parce que, il commence la saison, mais dans les premières minutes, il se blesse, déchirure du tendon d'Achille, c'est ça. Il se fait une déchirure du tendon d'Achille. Saison blanche. Une des pires blessures. Pour les sportifs. Exactement, parce que là, tu mets au moins un an à t'en remettre. Et après, faut revenir. Exactement. Faut avoir la rééducation, la bonne rééducation, ne plus avoir peur. Lui, pour le coup, il a pas eu peur. Il est revenu après un an. À 40 ans, quand même, avoir une telle blessure et revenir, c'est incroyable. Il revient après un an. Premier match à domicile, parce qu'il avait déjà effectué les deux premiers matchs. Exactement. Mais là, c'est son premier match en tant que titulaire à domicile. Et il nous claque ça. Non, et puis New York qui est en folie. Ouais. Non, mais c'est vraiment phénoménal ce qu'il a rendu. Après, voilà, on n'est qu'à un 3e match de régulière. Bien sûr, mais pour moi, il est de retour. Pour moi, c'est mon MVP de cette parce que voilà, il y a toute la symbolique. Il y a le retour de blessure, il est devant son public. Ouais. C'est Aaron Rodgers quand même. On parle de l'un des meilleurs quarterbacks all time. Ouais. J'ai pas peur de le dire. Et je pense que bon nombre de fans de NFL seront d'accord avec ce que je pense. Mais voilà, très belle copie. Toi, par exemple, ton MVP, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même une énorme prestation. C'est une grosse prestation. Comme je l'ai dit, c'est le match que j'ai regardé vraiment avec beaucoup d'attention ce week-end. C'était les Eagles face aux Saints. Et il y en a un qui a fait basculer la rencontre dans le dernier quart-temps. C'est Saquon Barkley qui nous a réalisé un dernier quart-temps phénoménal. Clutchissime. Voilà. Deux touchdowns dans le dernier, 147 yards gagnés au total, 8,6 yards gagnés en moyenne, donc à chaque action. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Et puis 4 réceptions. Et puis voilà, pour moi, c'est mon MVP de ce week, parce que sans lui, je pense que les Eagles ne repartent pas de la Nouvelle-Orléans. Voilà. C'est franchement. C'est dans un choc. Il a répondu présent. Et Saquon Barkley, voilà. C'est une confirmation, parce qu'on sait qu'il est extraordinaire. Ça fait longtemps qu'il est extraordinaire. Mais là, la prestation qu'il a réalisée, franchement, les Eagles peuvent le remercier, parce que sans lui, franchement, je le dis très clairement, sans lui, ils ne gagnent pas le match. Ah non. Et puis les Saints ont cru en leur chance jusqu'au bout. Ouais. Et puis surtout, ils étaient à domicile. Voilà, faire ça là contre un public aussi hostile que les Saints, qui est une vraie ville, la Nouvelle-Orléans, qui est une vraie ville de football américain. Dont le stade sera le stade du Super Bowl de cette année. Exactement, avec Kendrick Lamar en invité. Ça, vous avez dû forcément le voir sur les réseaux. Ça a fait beaucoup parler, c'est clair. Donc grosse prestation de Barkley, qui est pour moi mon MVP. Mais effectivement, je te rejoins quand même, Aaron Rodgers. Pour le prestige, pour le symbole, il est quand même au-dessus. Et allez, on va choisir Aaron Rodgers comme MVP du Week 3. Voilà pour en tout cas le résumé de ce week. On va parler un petit peu de sujets plus tendus, j'ai envie de dire ça, un sujet qui te tient à cœur. On va parler de Tyreek Hill, qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup couler d'encre dans les médias ces derniers jours, la semaine dernière surtout. Ce n'est pas habituel finalement pour lui. Ce n'est pas habituel. On va évidemment énumérer le nombre de fois où il a eu affaire à la police. Donc voilà, c'est week-end dernier. Il arrive pour disputer son match donc en tant que titulaire quarterback. Et puis au final, il se fait arrêter par la police juste avant. Ouais. En allant au match. À domicile. Voilà. De la Hard Rock Café Arena. Exactement. Il se rend au stade, il se fait arrêter pour un simple contrôle routier. Ça dégénère, il se fait menotter. Bon, l'agression, l'arrestation, on peut en parler, parce que forcément, c'est assez musclé. Tout est filmé, il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux. On ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, on ne sait pas vraiment pourquoi ça a été aussi musclé. Bref, si ce n'est qu'il a été arrêté par la police, relâché ensuite pour se rendre au stade et pour pouvoir disputer le match. Et puis, comme vous le voyez sur l'écran, il s'offre un touchdown, et derrière de 80 yards. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Dans une victoire, voilà, moi, c'est un joueur, comme tu as dit, ça me concerne, parce que je suis en tant que fan des Dolphins. Voilà. Tyreek Hill, voilà, c'est quand même un statut, un figure dans cette équipe. Et le voir répéter un petit peu ses affaires extrasportives, ça commence à bien faire, surtout que les Dolphins sont loin d'être exempts de tout problème en ce début de saison, avec Tua Tagovailoa qui on en parlera, des problèmes de santé, un roster qui est un petit peu décrié par la perte aussi de Chase. Maintenant,
pour le non-remplacement de Chase, hein, qui maintenant laisse quand même un vide, et c'est surtout maintenant les Dolphins sont en 1-2, et surtout Tyreek Hill et Cheetah, c'est pas la première fois qu'il se fait reprendre à ce niveau-là, et puis tu vas nous énumérer tous les faits. Ça fait déjà 10 ans qu'il est un petit peu, enfin même beaucoup suivi par la police américaine. On revient en 2014, il est arrêté le 12 décembre pour violence conjugale envers sa petite amie enceinte. Il est condamné à 3 ans de probation pour violence conjugale et coups et blessures par étranglement. La NFL ne dit rien, clairement. En 2016, il arrive aux Chiefs. Les supporters n'en veulent pas du tout, à cause de son passé forcément pour violence conjugale. Donc là déjà ça commence à chauffer un petit peu en NFL. J'ai dit 2014, mais 2014 il était encore au collège football. Il n'était pas encore en NFL, il n'était pas encore drafté. Voilà, à l'université, je cherchais le nom. Et puis en 2019, il est exclu par les Chiefs. À la suite d'un enregistrement sonore à propos d'un mauvais traitement infligé à son fils de 3 ans. Donc clairement, voilà, il y a encore une affaire en plus. Mais la NFL estime qu'il n'a pas violé le code de conduite de la Ligue. Donc il revient en NFL en juillet 2019. Donc il revient pour la saison 2019-2020. Ouais. Et puis 2023, la police de Miami annonce qu'elle allait enquêter sur Hill pour une agression envers un employé du All Over Marine Center. Donc encore une fois, il se fait arrêter, mais la NFL dit encore une fois qu'il ne sera pas puni pour cette agression et qu'il continuera donc à évoluer sous les couleurs des Dolphins. Et puis on a dit en 2024, donc en début de saison, il se fait arrêter aussi par la police après un contrôle routier. Val, je sais que t'es pas du même avis que moi, on va se poser la question, est-ce que la NFL a raison de ne pas l'exclure définitivement? Le problème, c'est que c'est une superstar. Ouais. Et on sait le traitement que les grandes ligues réservent à leurs superstars, surtout dans les sports américains. Et on sait qu'ils veulent, par contre, ils veulent essayer de polir l'image, faire en sorte d'éviter le plus de débordements. Oui, maintenant, parce que en soi, tout ça, c'est de l'extra sportif. Oui, mais Val, c'est quand même une ligue qui est très engagée. On l'a vu avec le Black Lives Matter, qui aujourd'hui, on voit les drapeaux aussi dans tous les stades qui sont brandis du Black Lives Matter, etc. Ça a été une cause, on sait que la NFL est très engagée sur ces causes-là. Et pourtant, quand on voit Tyreek Hill qui est poursuivi je ne sais combien de reprises, on le laisse. Ce qu'il a fait, le problème, c'est que c'est pas pardonnable. Maintenant, c'est en dehors des terrains de football. Et c'est surtout, il a le statut de superstar. Voilà, on sait qu'elles sont intouchables. On sait que c'est l'image de la Ligue. Donc, je sais pas, peut-être que la Ligue essaye de le moins possible faire de bruit par rapport à ces affaires-là. On le sait. On a l'impression qu'ils étouffent à chaque fois les affaires, qu'ils se disent bon voilà, il se passe rien, c'est pas grave. Bien sûr. Et là, finalement, le seul truc qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la célébration de Tyreek Hill, qui vient encore une fois chambrer mais c'est comme ça, il a cette mentalité-là, ce petit grain de folie qui en fait crée énormément de divertissement, fait connaître la Ligue. C'est ça en fait, c'est tout un après un engrenage, un rouleau compresseur. Et le problème, c'est que lui, il a l'air bien. Il a pas l'air d'être du tout ennuyé par toutes ces casseroles qui lui courent après. Quoi. Quand ça fait 10 ans que t'es suivi par la bruit, je pense qu'au bout d'un moment, tu passes dans la Ligue. Exactement. Mais pour toi, ils ont raison, il faut pas l'exclure. Ce qu'il a fait, c'est pas du tout, c'est immoral. Enfin, c'est toutes les preuves. Après. Les dossiers manquent de preuves, et puis surtout, c'est pas du tout pour le défendre, mais c'est quand même. Il doit avoir des sanctions. Par contre, il ne doit pas être issu de la Ligue. Donc pour toi, c'est que extra sportif. Sinon, ce serait un bad buzz énorme pour la NFL. Après, la NFL n'y peut rien. Enfin, je veux dire, mais je dis pas le contraire. C'est de la faute du joueur en lui-même. Au contraire, pour moi, le bad buzz, je te dis honnêtement, le bad buzz, c'est de le garder. C'est de se dire c'est une superstar, on va continuer à la garder malgré toutes ces affaires. Ça me fait penser un peu à c'est à toute proportion gardée parce que John Jones n'a pas été jusque là, mais à l'UFC, en MMA, John Jones s'est conservé alors qu'il a été arrêté je ne sais combien de reprises, qu'il y a eu des affaires de dopage, et pourtant on le garde parce que c'est la superstar. Mais au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que aux États-Unis c'est normal d'avoir toutes ces affaires là en dehors et puis de pouvoir jouer sur un terrain, moi je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Ce mec-là, il aurait dû aller en prison à je ne sais combien de reprises, et pourtant il est encore en liberté, et en plus de ça il peut gagner des millions chaque année en faisant ce qu'il fait. C'est sûr. Donc je trouve pas ça normal. Je trouve qu'au bout d'un moment la NFL devrait sévir, et là c'est pas normal de le garder encore une fois
tant d'années, ça fait quand même 10 ans qu'il est poursuivi, et le gars il est quand même là toujours là chaque année, et on lui dit rien à chaque fois qu'il se fait arrêter, quoi. C'est un sujet épineux, c'est un sujet épineux. Après le problème, c'est que voilà, peut-être la Ligue n'ose pas prendre ces décisions qui sont importantes. À voir ce qui va en... Parce que là, pour le coup, même avec sa célébration-là, son altercation avec les policiers, on a vu, il n'y a aucune réaction du côté de la Ligue. Ouais, c'est ça, il n'y a aucune réaction. Ils ont juste dit qu'ils allaient enquêter, enfin que la police allait enquêter, et puis voilà, terminé, on passe à autre chose. Et ben nous aussi, on va passer à autre chose maintenant. Après ce sujet épineux, comme tu l'as dit, sur Tyreek Hill, on va rester à Miami. On reste en Floride. On reste en Floride, exactement, dans le club que tu chéris, on va dire, que t'adores, les Dolphins, avec malheureusement la blessure de Tua Tagovailoa qui s'est blessé le week dernier. Encore une fois, on revient sur le week d'avance face aux Bills, une blessure terrifiante. Je sais pas si t'as vu l'image, mais si. Ah, franchement, ça fait froid dans le dos, franchement, cette image. Bon, pour Tua, ça fait déjà la 5e commotion depuis qu'il est en NFL. Ouais. Ça commence à faire la 3e en 2 ans. La 3e en 2 ans. Est-ce que, selon toi, il faut revoir les règles de santé parce que on l'a pas dit, mais il veut continuer. Il veut continuer à exercer son métier, et on sait que beaucoup de joueurs sont contre ça. Il a dit aussi que maintenant il voulait il a annoncé récemment qu'il allait être suivi par des médecins neurologues qui vont lui tout simplement lui dire si physiquement, psychologiquement, il peut réintégrer la NFL. Enfin, il est toujours sous contrat, mais est-ce qu'il peut re-rentrer sur un terrain de football? On l'a vu, ça peut poser des séquelles énormes. On voit d'ailleurs qu'un footballeur américain, sa durée de vie moyenne c'est 47 ans. Et là, honnêtement, Et même quand t'es quarterback, hein, c'est pour dire. Ah non, mais c'est. Et puis là, les coups qu'il prend, quand on voit les vidéos où on le voit lutter pour ne pas être. Alors qu'il est KO, tout simplement. Il est KO, et franchement, il a 26 ans, il est pétri de talent, et là. Faut arrêter, il faut passer à autre chose. Change de sport, en fait. Change de sport. Il y a plusieurs ex-joueurs de NFL. Il y a Antonio Brown, Dez Bryant, qui ont tweeté et qui ont fait des apparitions publiques dans les médias pour justement dire qu'il fallait qu'il arrête. Ça y est, sinon ça va être tragique, ça va pas du tout. Ça va dégénérer parce que il y a eu, les footballeurs américains ont souvent cette maladie. Alors ça s'appelle l'ECT, je sais plus le terme exact des trois mots, mais en fait c'est une maladie dégénérative dans le cerveau où à force de prendre des commotions cérébrales comme ça, là, comme toi en as pris, et ben au bout d'un moment tu te mets à développer ce syndrome-là dans ton cerveau, et ça dégénère. C'est-à-dire qu'à la fin tu finis paralysé, etc. Et puis tu meurs, clairement. Et tu as une durée de vie très très amoindrie quand tu as cette maladie-là. Donc pour toi, j'ai envie de dire que c'est indéniable s'il continue à faire ça. En fait, ça fait 5 commotions en quelques années. Au bout d'un moment, il va l'avoir, cette maladie. Et ça se retrouve dans beaucoup de footballeurs américains qui décèdent. Hein. Ah, mais ça, c'est un syndrome qui surtout n'est pas du tout à prendre à la légère. Et oui. Honnêtement. Et surtout là, on parlait d'image de la Ligue, bah là justement quand l'un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, voilà, c'est pas non plus dans le top 3, top 5, mais c'est quand même l'un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, et il n'a pas à se retrouver dans cette position-là, et à être carrément... je sais pas, moi j'ai peur pour Tua maintenant. Bah là on parle pas du sport, on parle de la santé d'un joueur, on parle de sa vie, son intégrité physique. Voilà, parce que là clairement il risque sa vie à chaque match depuis qu'il a toutes ces commotions, parce que là clairement il en reprend une, je pense qu'il meurt, hein. Je pense que ça finit très mal, ou alors il peut pas se relever. Il peut pas se relever, il est paralysé à vie et c'est terminé pour lui. Donc là il joue vraiment avec sa santé, ça va pas du tout, et là comme on revient sur la NFL, ils préfèrent garder leur superstar que de lui dire arrête. Enfin, tu vois, c'est là encore une fois où il y a un problème moral à la NFL, c'est qu'on préfère garder l'argent que génère Tua, parce que forcément il y a la vente de maillots, il y a le fait qu'il ramène du monde, etc., parce que c'est une star, plutôt que de lui dire bon bah arrête définitivement pour garder ta santé. Il est aux Dolphins, il est dans une franchise qui joue le Super Bowl, qui est quand même super attractive, qui est l'une des meilleures franchises de la NFL. Et maintenant, le problème c'est que si leur meilleur on l'a vu, hein, là sans leur quarterback c'est le néant. Clairement. Contre les Seahawks, les deux quarterbacks backup n'ont pas du tout fait le catastrophique. Oh la vache.
Franchement, là, le problème c'est ça, c'est t'enlèves ton quarterback titulaire, tu condamnes une équipe à de mauvais résultats. Parce que honnêtement, ils peuvent pas remplacer un joueur de cette trempe comme ça. Sauf que le problème, c'est toute la santé du joueur. Et là, c'est sa vie qui en dépend. Et juste pour toi, Val, est-ce qu'il faut quand même revoir les règles concernant la santé des joueurs en NFL? Parce que je tiens juste à le rappeler, mais pour revenir, les joueurs doivent être autorisés par le médecin de leur équipe, ainsi que par le consultant neurologique indépendant, donc l'INC, qui lui doit venir en dernier secours, et lui il fait pas partie de l'équipe. À chaque fois ils ont un médecin, un neurologue attitré à l'équipe, donc lui il dit s'il peut revenir et tout, mais là on sait très bien qu'il peut y avoir de la magouille, qu'il peut lui dire de bien sûr, vas-y, alors que finalement tu peux pas du tout. Mais par contre l'INC lui doit être, comme c'est dit dans le nom, il est indépendant, donc il doit être neutre, il doit vraiment dire si le joueur est capable, et pourtant ça fait 5 fois qu'il revient. Et pour moi je suis unanime, c'est trop. C'est trop. Honnêtement, la NFL doit peut-être pas revoir son système, parce que honnêtement, là, on s'en rend tous compte en fait que peut-être que la deuxième en 2 ans, on s'est dit bon tranquille, il va. De toute façon, en plus les quarterbacks aujourd'hui sont entraînés à glisser les pieds en avant pour éviter justement le contact à la tête. Et là, le problème c'est que sa qualité première aussi, c'est son athlétisme à toi. Donc il a quand même un bras sûr, mais il a quand même de belles jambes. Il a un profil, je ne veux pas dire similaire à Lamar Jackson, mais c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui n'est pas juste... on dirait un peu un demi-de-mêlée au rugby. Qui n'a pas juste un bras très sûr. C'est quelqu'un de très polyvalent, et surtout qui adore le contact. Sauf que le contact ne l'aime pas, finalement, et donc... clair, il faut faire attention à tout ça. Toi, je sais pas ton avis là-dessus, mais... moi, totalement. Pour moi, ça fait déjà au moins 2 protocoles qu'il aurait dû... 2 commotions qu'il aurait dû arrêter. Enfin, je veux dire, quand t'en es à la 5e, c'est que vraiment, on force. Là, on force trop. Il y en a eu 2 en 2 ans, et là, 3 en 2 ans. La 3e est fatale. Là, pour moi, il aura des séquelles à vie, et ça peut vraiment, vraiment dégénérer à n'importe quel moment. C'est ça le problème de la maladie neurologique. Il y a des commotions qui apparaissent après. Là, elles apparaissent directement. Là, on l'a vu sur le terrain, des fois, c'est tomber raide, essayant de se relever, lutter. Il était KO. On l'a vu aussi, il y a une vidéo qui tourne beaucoup, c'est là où on le voit, ses doigts complètement raide aussi par. Il aurait pu être paralysé. Il aurait pu être paralysé, donc ça s'est vraiment joué à rien pour. Mais quel courage de revenir sur un terrain après ça. Et après, c'est comme une addiction, c'est ça aussi le foot. C'est son gagne-pain. Oui. C'est son gagne-pain aussi. Tu vas pas te priver de gagner des millions chaque année. Pas, mais on sait très bien qu'il y a cette motivation là aussi qui lui l'empêche de sortir des terrains. Bon, on close ce sujet encore une fois sur les Dolphins. On va passer au week 4, la semaine 4 en français, et on va aller sur nos pronostics. Juste avant ça, on va faire un petit point sur les classements, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Au niveau des confs, on va commencer avec la conf NFC, avec les Eagles en tête de l'Est, les Vikings forcément avec leur 3-0 en tête du Nord. Au Sud, les Saints gardent la tête malgré le retour des Bucks, mais ils sont toujours là en tête. Et puis à l'Ouest, c'est les Seahawks qui sont sur un 3-0 également. Ça ne bouge pas. Du côté de l'AFC maintenant, à l'Est, ce sont les Bills qui sont devant avec un 2-0, mais ils n'ont pas encore joué, les Bills, donc on va voir avec le résultat de cette nuit. Au Nord, les Steelers, 3-0, parfait. Toujours. Au Sud, les Texans qui sont devant avec 2 victoires et 1 défaite. Les Titans qui sont à 0-3, là ça va être compliqué pour eux. Au Sud, là clairement c'est déjà fini, je pense. Oui, après je pense qu'ils ne s'attendaient pas à grand chose cette saison. Non, clairement. Et puis à l'Ouest, développer leurs jeunes. Ouais, c'est ça, pour les saisons suivantes. Et puis à l'Ouest, Kansas, donc les Chiefs qui sont devant et qui sont donc sur un 3-0 pour l'instant. Donc là, pareil, en fait, cette conférence-là, elle est vraiment pour les Chiefs parce que déjà dans leur division, il n'y a personne, qu'on se le dise clairement, même si les Chargers reviennent. Les Raiders aussi, je te trouve dur honnêtement. Les Raiders, c'est pas une équipe à sous-estimer. Après c'est sûr que c'est pas... Pour moi c'est une équipe qui finit dernier de la div. Tu penses? Ah ouais, clairement, les Raiders pour moi c'est comme l'année dernière ils ont rien fait. Tu vois même les Broncos leur passer devant. Je vois les Broncos devant. Ils ont des bonnes stars, ils ont Javonte Adams.
Ouais, mais des bonnes stars, mais collectivement, ça fait pas le taf. Ça fait pas le taf pour l'instant. Enfin, mais ça peut embêter des équipes en position. Ça peut leur permettre les Chiefs, de finir en wildcard ou alors. Moi, j'ai du mal à croire à la wildcard. Mais on verra, en tout cas, on est qu'au début de cette saison régulière. En tout cas, voilà pour le classement. On va passer à nos pronos du Week 4 en commençant avec vendredi, les Cowboys face aux Giants. Ce sera à 2h du matin, heure française. Val, un petit prono? Ouais, moi, honnêtement, les Cowboys. Parce qu'il faut qu'ils se remettent à l'endroit après, justement, cette petite claque reçue par les Ravens, parce que finalement exactement, et finalement il va falloir resserrer le boulon, et non, je pense qu'ils vont retourner au charbon rapidement, et puis plier cette affaire. Je suis de cet avis. Attention quand même à la défense, parce que les Giants, c'est pas n'importe quoi en face, donc mais je vois aussi les Cowboys s'imposer. Dimanche, on a plusieurs matchs forcément, en commençant à 19h par les Saints face aux Falcons. Je vois les Saints s'imposer. Les Falcons, voilà, ont quand même affiché un bon visage contre les Chiefs cette semaine. Attention, maintenant, les Saints, voilà, je pense qu'ils ont encore cette défaite en travers de la gorge. Je m'étonne. Surtout que, honnêtement, ils faisaient un très bon début de saison, donc maintenant. À eux de se remettre à l'endroit. Je pense qu'ils en ont les capacités. Bon, c'est clairement une équipe qui peut aller au Super Bowl, hein. Les Saints, en tout cas en finale de conf, ils peuvent y aller, donc là ça va être je pense large face aux Falcons, donc victoire aussi des Saints. Les Steelers qui sont sur un 3-0 pour l'instant, est-ce que le 4-0 est possible face aux Colts? Le 4-0 est possible, je sais pas, toi ton avis là-dessus? Totalement. Totalement. C'est bien qu'on soit raccord. Pour le moment on est raccord. Pour le moment on est raccord dans ces pronos, ouais. Mais les Colts pour moi ne vont pas faire du tout le poids, hein, face aux Steelers. Les Eagles, gros match, hein. Les Eagles face aux Bucks, les Buccaneers à 19h. Qui vois-tu s'imposer? Celui-là il est compliqué. Franchement il est compliqué, sachant que les Eagles reviennent d'une victoire quand même. Exactement, très difficile. Mais il y a quand même pas mal d'inconstance en ce début de saison. Mais je vais partir quand même sur les Eagles, honnêtement. Ok, les Eagles. C'est discutable, honnêtement, ça peut se jouer totalement. À rien. S'il faut que je me mouille, s'il faut choisir quelqu'un, je pense que les Eagles peuvent faire le travail. Alors, moi de base, je te dis franchement que je vois les Bucks s'imposer parce que justement j'ai vu des Eagles beaucoup trop fragiles face aux Saints. Ça se tient. Avec notamment un Jalen Hurts pas du tout au niveau, pas du tout à son niveau en tout cas. Donc je verrai plus les Bucks. Maintenant, quand tu vois le résultat des Bucks face aux Broncos, tu te dis que ça va être quand même assez complexe. Mais il me semble encore plus qu'ils sont à domicile, si je dis pas de bêtises. Donc si ça attend pas Mbappé, normalement les Bucks gagnent. Tu penses? Ouais, je pense que les Bucks vont s'abosser face aux Eagles. Mais c'est tellement indécis que je peux te rejoindre aussi. Et puis surtout, on est encore au milieu de la saison, donc la motivation n'est peut-être pas dans toutes les têtes. Exactement, ouais. Maintenant, ils n'ont pas le choix de s'imposer. On aura le dénouement samedi prochain. Exactement. On aura à la fin de cette soirée du dimanche, parce qu'on aura également un match dans la nuit de dimanche à lundi, mais on a les Chiefs face aux Chargers. Là aussi, gros match. Belle rencontre. Ouais, dans cette AFC West, qui vois-tu gagner? Est-ce que ce serait pas la première défaite des Chiefs? Arrête. Moi j'ai envie de partir là-dessus. Honnêtement. C'est à LA en plus, il me semble. C'est à Los Angeles. Les Chargers viennent de perdre, donc on l'a dit tout à l'heure, contre les Steelers qui sont honnêtement. Ils sont sur leur. C'est l'équipe du moment, ouais. Et puis surtout, ils ont pas un calendrier facile. Ils tapent deux équipes qui sont qui sont en 3-0 maintenant. Les Steelers et maintenant les Chiefs, donc ils ont les armes, honnêtement, ils ont les armes, donc je vois bien les Chargers s'imposer contre les Chiefs. Donc c'est ton gros pari du week-end, ouais. Pour moi, honnêtement, je me suis pas trop mouillé jusqu'ici, mais là j'ai envie de un peu de fun à Los Angeles et allons-y. Allez, il est hors de question qu'on perde face à LA. Je te le dis clairement, ça on doit le gagner. Donc victoire des Chiefs face aux Chargers. Pour moi, le 4-0 est largement atteignable. Oui. Donc je ne vois pas comment on pourrait perdre face aux Chargers, même s'ils ont bien tenu tête face aux Steelers. Normalement, ça devrait le faire pour les Chiefs. Donc victoire avec un grand Patrick. Comme d'hab. Je te trouve ambitieux, mais en vrai, honnêtement. Ambitieux pour une équipe qui va le Super Bowl. Non, mais surtout face aux Chargers. Ah oui.
Mais je te trouve, voilà, de toute façon, les Chiefs, s'ils veulent s'éviter le moins de pépins, il faut qu'ils enchaînent les victoires et qu'ils restent sur une bonne série. Ouais, et... Pas faire comme l'année dernière où ils avaient très mal commencé la saison et puis au final ça s'est bien passé, mais ouais, c'est ça. Mais voilà, victoire des Chiefs le lundi, donc du coup dans la nuit de dimanche à lundi, on aura les Bills face aux Ravens à 2h du matin. Match très compliqué à pronostiquer. Belle opposition encore. Toi, vas-y, parce que à chaque fois c'est moi qui ai commencé. Alors je commence. Ce sera une défaite des Ravens. Ouais, victoire des Bills parce que les Ravens, ils ont montré quelques lacunes aussi face aux Cowboys, notamment sur l'aspect défensif. De toute façon, les deux, défensivement, ça n'a pas été du tout. Donc défaite des Ravens face aux Bills. On parlait de motivation tout à l'heure. Moi, honnêtement, je pense que la motivation serait du côté des Ravens parce que là, si tu te mets en 1-3, ouais. c'est très compliqué. Pardon. Donc honnêtement je pense que en plus c'est à domicile, donc les Ravens voilà, s'ils veulent montrer que ce sont les prétendants au Super Bowl qu'ils pensent être, il va falloir maintenant qu'ils fassent le nécessaire face aux Bills. Ok, victoire des Ravens. C'est une grosse équipe aussi les Bills, prétendant aussi au Super Bowl, en tout cas la finale de conf. Je pense que c'est atteignable face aux Chiefs, normalement ça devrait... Enfin, je veux dire pour la finale de conf, en tout cas c'est atteignable pour eux avec les Chiefs. Le mardi, pour clôturer cette journée, cette 4e journée, on aura les Titans face aux Dolphins, une équipe que t'aimes bien forcément, et il va falloir que tu sois objectif là-dessus. Titans face aux Dolphins. On parlait de petite opposition tout à l'heure, là on est en plein dedans. Parce que maintenant les Dolphins... attention, c'est que le début de saison. Ouais. On sait plus trop quel roster ils vont aligner, quelle équipe majeure ils vont aligner avec leur roster qui est de peu à peu décimé. Mais je pense quand même que les Dolphins, à domicile, vont venir à bout des Titans. Ça va être compliqué pour les Titans parce que là ils sont déjà sur un 0-3. Ouais, je sais. Ça voudrait dire un 0-4 mais pour Miami étant 1-2 aussi. Oui. Non mais là c'est un match qui peut faire basculer une saison. C'est-à-dire que du côté des Titans c'est peut-être ça peut enterrer les deux. Voilà, ça peut les enterrer et puis aussi les relancer pour les Titans. Donc moi je vois aussi les Dolphins parce qu'au bout d'un moment il va falloir gagner quand t'as une équipe comme ça, donc c'est sûr. Il va falloir pas te permettre de perdre davantage de rencontres. Exactement. Surtout quand t'as une équipe en 0-3 comme les Titans devant toi, c'est le moment où il faut justement et puis même faire des changements, s'adapter au manque de profondeur de certains postes. Exactement. Et merci Val pour cette émission. Belle première, effectivement. La end zone c'est terminé pour ce lundi. On se retrouve donc lundi prochain, le même jour, pour la même heure pour débriefer le week 4. Donc merci de m'avoir accompagné. Toujours un plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Pas de soucis. Allez, bonne soirée.